Alors par exemple, tout à fait 2001-2002, on était sur un modèle en termes de gouvernance qui essentiellement était de l'anarchie, c'est-à-dire que tout le monde faisait à peu près ce qu'il voulait. Hein. On était à peu près d'accord sur le fait qu'on voulait faire une encyclopédie, mais on n'était pas d'accord sur le fait de savoir ce qu'était une encyclopédie. Parce que le terme encyclopédie, même pour des Allemands, des Français, des Américains, c'est pas la même chose. Hein, on ne met pas la même chose dedans. Les Français mettent des recettes de cuisine, par exemple. Pour les Britanniques, c'est complètement hallucinant. Ça n'a rien de culturel, une recette de cuisine. Donc, il a fallu quand même au départ arriver à définir qu'est-ce qu'on essaie de faire ensemble. Alors, à défaut de définir ce qu'est une encyclopédie, on a défini ce que ce n'était pas. C'était déjà pas mal. On essayait de passer plutôt par l'exclusion. Donc, par exemple, ce n'est pas un blog, ce n'est pas un journal intime, c'est pas... voilà. C'est pas, finalement, on a conclu que ce n'était pas un livre de recettes non plus. Bon, à notre grand regret. Donc, on était quand même sur un mode très, très anarchique. Et par contre, on avait un chef qu'on pourrait appeler un roi, d'ailleurs on l'appelait souvent le benevolent dictator, ou le dictateur bienveillant, qui était Jimmy Wales, le fondateur du projet, et qui était là simplement pour pouvoir prendre, qui avait une attitude vraiment de management de laisser faire, et simplement, quand on s'éloignait, il recalait un peu. Hein. Donc il avait simplement la main mise d'un point de vue technologique, et notamment quand on créait les premières langues, eh ben, c'est lui qui décidait de créer le français, et puis d'ouvrir techniquement l'allemande, et puis d'ouvrir techniquement l'espagnol. C'était lui qui avait ce pouvoir entre les mains, qui avait un pouvoir technique. Et puis quand on a grandi un petit peu, c'est quelque chose qui a commencé à être délégué. On a un technicien qui est arrivé très vite sur le projet, qui s'appelle Brian Weiber, et qui est toujours impliqué aujourd'hui dans Wikipédia. Et Brian Weiber, à lui seul, finalement, progressivement, s'est vu déléguer toutes ses responsabilités, tous ses rôles. Donc on est passé progressivement à une gouvernance qui a rajouté des trucs en plus. C'est devenu un peu plus complexe. Alors on avait toujours un peu ce rôle de monarque qui pouvait prendre la décision finale s'il fallait, mais si je peux me permettre une comparaison, Jimmy Wales c'était un peu comme la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, c'est une des rares reines qui a vraiment un statut de reine, et elle a un pouvoir énorme. Fondamentalement, il y a des tonnes de choses qu'elle peut faire, mais le principe de base, c'est qu'il faut qu'elle ne fasse rien. Elle a le pouvoir tant qu'elle a le pouvoir, mais qu'elle ne l'utilise pas. Le jour où elle commence à l'utiliser, il y a des problèmes qui se posent. Parce qu'en fait, c'est son gouvernement qui devrait s'occuper de gérer tout ça. Jimmy Wales, c'était un peu le même genre de principe. Il avait beaucoup de pouvoir, mais il essayait de ne pas s'en servir. Il ne s'en servait que dans la situation extrême où la communauté n'arrivait pas à prendre de décision, par exemple. Typiquement, le bannissement de quelqu'un qui avait un comportement inapproprié. Donc là, on faisait appel à l'ultime responsable qui pouvait faire le job pour nous. Et puis, comme la communauté s'est mise à grandir, c'est vrai qu'il a dû commencer à déléguer de plus en plus parce que lui seul ne pouvait pas tout assurer. Il y a pire que ça. Jimmy Wales ne parle qu'anglais. Donc, la communauté française essayait donc de laisser sur une communauté francophone un Américain prendre les décisions. Ben, la meilleure solution pour nous, c'est d'éviter de lui traduire quoi que ce soit. Si on ne traduit rien, il ne peut pas savoir ce qui se passe. Si ce n'est pas ce qui se passe, il aura du mal à prendre des décisions pour nous. On est d'accord. Donc, il s'est retrouvé à être finalement le monarque sur la version anglophone. Par contre, en allemand, en français, etc., on s'est débrouillé tout seul. Et on s'en est très, très bien porté. Donc, la dose d'anarchie, progressivement, s'est réduite parce qu'on a commencé à mettre en place des règles. Et puis, par contre, on a vu apparaître cet aspect qui est extrêmement important dans nos communautés, qui est la méritocratie. C'est-à-dire qu'on n'est pas, contrairement à certaines structures très égalitaires, une personne n'est pas égale à un vote. Si moi je suis là depuis le début et que j'ai une bonne réputation et que je suis connu, mon avis a beaucoup plus de poids qu'un petit jeune inconnu qui vient d'arriver. Hein? Donc on est dans une conversation, si lui dit je suis pour ceci et que moi je dis je suis contre, c'est mon avis qui va prédominer parce que j'ai une réputation que lui n'a pas. Donc on a mis en place un système qu'on trouve tout à fait dans la communauté des logiciels libres, qui repose énormément sur la réputation et le mérite des personnes qui contribuent. Une personne qui contribue positivement à la communauté sera très écoutée. Quelqu'un qui en permanence a un comportement pénible ne sera pas écouté. Donc il y a cet aspect qui s'est mis en place, et puis un gros aspect donc, de précédent, l'habitude. On a beau être une communauté innovante, si un truc qui marche, surtout il est urgent de ne pas y toucher. Tant que ça marche, on continue comme ça. Jusqu'à un moment où on arrive à un point de rupture, ce qui marchait jusqu'à présent ne marche plus, alors là on fait la révolution. Et on est surtout les bienvenus pour faire la révolution. Une de nos règles de base, c'est
ignorer les règles, c'est-à-dire quand quelque chose ne marche plus, il faut le remettre en question. Et on a le droit de ne pas les respecter, hein, si telle est la situation. Et puis ce que vous voyez apparaître là, c'est la technocratie. Et ça, je vous invite à être extrêmement attentif quand vous commencez un projet qui, à un moment donné, fait appel à des aspects techniques. Parce que très rapidement, ce sont les gens qui ont accès aux manettes techniques qui se retrouvent à prendre plein de décisions à votre place. Même s'ils ne le veulent pas, c'est quelque chose qui arrive concrètement. Ça peut être parce que vous avez un problème sur votre serveur, alors vous appelez le technicien, vous lui dites « il y a un souci, là, vous pourriez me corriger ça », le gars il dit « oui, bien sûr, je vais m'en occuper », puis il fait autre chose. Résultat, vous attendez toujours, vous le rappelez la semaine suivante, alors le truc pourrait être corrigé, oui, je m'en occupe, puis concrètement, personne ne s'en occupe. Donc, de fait, on a vu apparaître dans les années 2002-2003 une sorte de technocratie, et par exemple, pour la création des nouvelles langues, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il y avait des gens qui voulaient voir apparaître, alors on avait déjà fait le français, l'allemand, l'anglais, ça c'est les logiques, hein. On a des gens qui ont commencé à dire, ok, maintenant on voudrait, il y a plusieurs langages indiens, donc on voudrait ce type de langage indien, puis celui-là, puis on voudrait le chinois de tel type, et puis le japonais de tel autre. Et les développeurs, quelles étaient leurs compétences par rapport à ça? La plupart des développeurs ne connaissent rien aux langues indiennes. Donc, ils étaient quand même bien embêtés parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, il y en avait la moitié qui disaient il est urgent de ne rien faire, comme ça on ne prendra pas de risque. Et puis il y a les autres qui disaient je vais prendre la décision pour tout le monde, et hop, ils validaient. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un Klingon. Je ne sais pas qui, à un moment donné, a validé la création du Klingon, mais de fait, on s'est retrouvé avec une encyclopédie en Klingon et puis d'autres types de langages complètement surréalistes. Et on était bien embêtés parce qu'on ne pouvait pas les supprimer, seuls les développeurs pouvaient le faire. Donc on était coincés. En gros, les développeurs avaient pris le pouvoir. Alors ça ne collait pas du tout. Et non seulement la communauté n'était pas d'accord, mais les développeurs, ils n'étaient pas d'accord non plus parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas eux prendre ce genre de décision et qu'ils ne voulaient pas porter la responsabilité. Alors on a eu une démarche qui a été une démarche très mature, qui a consisté à dire, eh bien tout ce qu'on peut arriver, qui est technique, qui demande un accès serveur, des choses un peu sensibles, on va se débrouiller pour faire une interface technique pour que ces gens puissent faire ces choses techniques sans avoir besoin d'avoir accès à des outils difficiles. Donc aujourd'hui, quand vous êtes sur Wikipédia, on peut supprimer une page, il n'y a pas besoin d'être un miracle pour faire ça, il y a un bouton, supprimer la page. Moi, en 2001, j'étais administrateur, j'avais accès au serveur et je n'étais pas très fière parce que j'aurais pu faire des erreurs, quoi. Donc on a passé cette époque, et ça a été une époque douloureuse, parce que quand quelqu'un a réussi à prendre le pouvoir sur quelque chose, on a parfois un peu de mal à le retirer, mais bon, en forçant, on y arrive. C'est aussi l'époque où on a mis en place, la communauté grossissait de plus en plus, donc on a mis en place des systèmes de vote. Pourquoi ? Quand on a un petit groupe de travail de 5 personnes et qu'ensemble on discute sur, je ne sais pas moi, faut-il créer les titres des articles au singulier ou au pluriel? Grave question. On est 5, la question elle est vite résolue. Il y en a 3 qui disent non, sans pluriel, il y en a 2 qui disent avec pluriel, pouf, voilà, la décision est prise. Déjà, quand on commence à être le nombre de personnes dans la salle, ça devient un peu plus pénible. Parce que si tout le monde se met à parler en même temps, au bout d'un moment, on ne sait pas qui est pour le pluriel et qui est pour le singulier. Donc on a commencé à faire littéralement des votes, en disant, bon, allez, qui est en faveur du pluriel, qui est en faveur du singulier. Donc c'est le moment où on a commencé à se coordonner comme ça un petit peu, et où on a fait en sorte de discuter entre les versions linguistiques pour arriver à dire, vous avez choisi quoi, vous, le singulier ou le pluriel? Nous, on a choisi le singulier. On va peut-être choisir le singulier aussi. Donc on a des individus qui sont devenus des gens très précieux, qui sont ce qu'on appelle les glue people ou les bridge people, c'est les gens ponts ou les gens cols, qui en fait sont des gens bilingues ou trilingues et qui acceptaient d'être présents sur plusieurs communautés et qui faisaient circuler les infos. C'était un peu le journaliste avant dans les villages, qui sur son village, sur son vélo, allait faire circuler les infos. Donc on a mis en place ce système-là. Pour arriver à mettre en place ce système-là, on utilisait beaucoup les wikis internes et puis les listes de discussion. Le problème, c'est que ça a des limites. Les gens communiquent dans une certaine mesure en ligne, mais ça devient difficile. Et c'est l'époque où on s'est dit, il faut qu'on arrive à se rencontrer. Il faut quand même être conscient que jusqu'en 2005, la majeure partie d'entre nous ne s'était jamais rencontrés, ne s'était jamais vus. Généralement, on ne connaissait pas les noms des gens, on était tous sous des pseudonymes. Voilà, mon pseudonyme, c'est Anter, il y en avait d'autres, c'était Egésip, il y en a un troisième, c'était Pierrot 322, enfin, on ne savait rien des gens.
On parlait avec eux énormément, donc au bout d'un moment, on finissait par savoir qu'ils habitaient en Suisse, ou en France, ou au Japon. On arrivait à savoir qu'ils étaient ingénieurs agro, ou informaticiens, ou encore étudiants en sciences sociales, mais on ne savait pas plus de choses. Et là, on s'est dit, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on crée des liens. Alors, on va prétendre qu'on organise une conférence, on va faire venir des gens pour parler, mais il faut être clair, l'objectif de ces réunions, c'était de boire une bière ensemble, de la Guinness ou une autre. Alors, on a commencé des tonnes de réunions. J'ai quelques photos de l'époque. Qu'est-ce qu'on faisait quand on se rencontrait? On mangeait, on buvait et on était devant notre ordinateur. Et là, c'était une des premières réunions qui réunissait les développeurs en fait, de l'époque. Ils étaient une dizaine ou une quinzaine. C'était la première fois qu'ils se rencontraient. Ils bossaient ensemble depuis 5 ans, ils ne s'étaient jamais vus. Donc le premier jour qu'on s'est rencontrés, c'est « T'es qui, toi ?» Moi, c'est Gérard. « Oh, sans déconner, je te voyais tout petit. » Bon, ça a été un moment assez fabuleux. Ça a été la toute première fois. Et ceux qui étaient présents à cette réunion, on devait être une centaine, l'ont jamais oublié. Mais ceci étant, on se retrouvait avec nos ordinateurs en permanence. Bon. Alors, les choses ont évolué, ça c'était 1 an plus tard. On s'est rencontrés à Boston. On était toujours avec de la nourriture et toujours avec des ordinateurs. Et puis là, c'était la rencontre des Wikichicks, parce qu'on n'était pas beaucoup de femmes. Il y a très peu de femmes sur Wikipédia. En fait, il y a à peu près 15 à 20% de femmes, quelle que soit la version linguistique. On n'est pas nombreuses. Et donc, quand on s'en est rendu compte, on a commencé à créer des mini-réunions de femmes quand on se rencontrait. Donc ça, c'était la première réunion. Qu'est-ce qu'on faisait? On parlait, on mangeait, on buvait, puis on avait nos ordinateurs. C'est jamais un. Et puis là, c'était une rencontre de développeurs, pareil, courant 2007. Ils se rencontraient, mais ils étaient tous devant leurs ordinateurs. Et puis ça, c'était à Alexandrie, en 2008. En plus, ils avaient des casques, parce que maintenant, ils utilisaient Skype. Donc en plus, ils parlaient en Skype d'une salle à l'autre. Ça, c'était aussi en 2008, dans une autre salle. Vous avez un Français à droite, là. Et puis là, on était en 2009, à Buenos Aires. Alors, ce qui était marrant à Buenos Aires, c'est que c'était le début de Twitter. Qui est-ce qui utilise Twitter? Pas beaucoup de gens. C'est des systèmes qui nous permettent en permanence de nous envoyer des petits messages. Alors là, on s'envoyait des petits messages d'une salle à une autre. Et on est arrivé à ce moment unique, on était dans la grande salle à la fin pour la grande conférence de fermeture, et on parlait avec des gens sur le chat, et tout d'un coup, on réalisait qu'on n'avait aucune idée s'ils étaient à la conférence ou s'ils étaient ailleurs. Parce qu'en fait, ils vivaient en temps réel la conférence, il y avait des vidéos qui étaient prises, et puis il y avait le chat, et puis il y avait le Skype, et puis en fait, on était tous ensemble en même temps, quoi. Physiquement ou pas. Et puis, comme les choses ont évolué, ça c'était à Gdansk, en 2010. On était toujours dans la même situation, hein. On est toujours avec les ordinateurs, mais des fois on regardait ensemble le même écran. Et puis, ça c'est la dernière photo, c'est une de celles que je préfère. Ça c'était une des dernières réunions de stratégie pour les 5 à 10 années à venir. Voilà. Alors si vous imaginez les Wikipédiens comme étant des gens en costume, avec des cravates, etc., voilà, ça c'est les réunions typiques qu'on peut avoir, assis par terre dans la ville de la Liberté, qui est de Gdansk. On a des contributeurs qui sont très jeunes, en moyenne, puisque plus de 50% de nos contributeurs ont moins de 20 ans. Hein, plus de 50%. Et puis on a une frange assez importante jusqu'à 30 ans. On a un trou, un creux au-delà de 30 ans, parce que les gens sont impliqués dans la vie professionnelle, ils ont des enfants, donc ils ont assez peu de temps. Et puis on a à nouveau pas mal de participation parmi les jeunes retraités, parce qu'ils ont du temps, des compétences, et puis qui sont un peu plus calmes, un peu plus modérés que ceux qui ont 20 ans. Donc ça passe bien. Et donc le profil type du Wikipédien, c'est exactement l'inverse de moi. En gros, il a 20 ans, moi j'en ai 43. C'est un homme, moi je suis une femme. Il est célibataire, sans enfants. Moi je suis mariée, j'ai 3 enfants. En gros, c'est à peu près l'opposé de ce que je suis, donc je suis toujours un peu une exception au milieu des Wikipédiens. Mais voilà, en gros, on est sur ce genre de modèle.